Regard sur la République démocratique du Congo est une émission de Makolo Digital Radio-Télévision avec votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe, depuis New York City. À l'est de la République démocratique du Congo, les armes tonnent encore. Des millions de déplacés fuient, des accords régionaux se signent, mais la paix tarde à revenir. Si la vraie solution était là sous nos yeux, mais sabotée par le passé, faut-il un dialogue intercongolais? Encore? Vraiment? Bienvenue dans Regard sur la République démocratique du Congo, une émission qui vous éclaire. Aujourd'hui, on démonte les mythes, on tire les leçons des échecs cuisants de Sun City, de Nairobi et d'autres forums, et on trace la feuille de route d'un dialogue qui pourrait enfin marcher. Pas de blabla, mais des faits, des conditions, de l'exigence, prête à changer d'avis de tout un chacun. Alors, nous vous invitons à écouter et nous suivre jusqu'à la fin. D'abord, un mot sur le pourquoi les autres dialogues n'ont pas amené la paix en République démocratique du Congo. Les précédents dialogues de la paix en République démocratique du Congo, comme Sun City en 2002, les actes d'engagement de Goma en 2008 ou le processus de Nairobi et de Luanda, n'ont pas apporté la paix durable en raison de plusieurs échecs structurels récurrents. Et nous en citons quelques-uns. Absence de mise en œuvre effective, non-traitement des causes profondes, divergence et manque de bonne foi, impunité et recyclage des acteurs, et enfin, exclusion de la société civile et des victimes. Alors, passons maintenant à notre analyse du jour. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans Regard sur la République démocratique du Congo, une émission qui décrypte les enjeux politiques, sociaux et sécuritaires de la République démocratique du Congo avec recul et de la profondeur. Aujourd'hui, un thème au cœur de l'actualité et des inquiétudes de beaucoup de Congolaises et de Congolais. La nécessité d'un nouveau dialogue dans un contexte de guerre persistant à l'est du pays, des tensions politiques et des méfiances généralisées à l'égard de l'élite. Dans cet épisode, une question simple, mais fondamentale. Un dialogue intercongolais est-il encore nécessaire? Et si oui, à quelles conditions? Avec quel objectif? Quel acteur? Et quelle garantie pour éviter de répéter les erreurs du passé? Ainsi, nous avons 7 points à développer ensemble dans cette analyse. Point 1. Pourquoi parler encore de dialogue? Depuis des décennies, la République démocratique du Congo traverse de crises récurrentes. Guerre, rébellion, déplacement massif de population, promesses de paix non tenues. Beaucoup se demandent, on a déjà eu Lusaka, Sun City, concertation, Nairobi, Luanda et la liste est longue, on a déjà signé des accords. Pourquoi parler encore de dialogue? La réponse est inconfortable, je le sais, mais très essentielle. Malgré tous ces processus, les causes profondes du conflit n'ont jamais été complètement réglées. Les armes continuent de parler à l'Est, les groupes armés se multiplient, les populations fuient leurs villages et la méfiance entre acteurs politiques reste très forte. Alors, le problème n'est pas l'idée d'un dialogue en soi. Le problème, ce sont les manières dont les dialogues ont été conçus, les objectifs flous, l'absence de suivi et très souvent la tentation d'en faire de simples espaces de partage de postes. Dans cet épisode donc, l'objectif n'est pas de défendre naïvement le dialogue, mais de montrer qu'il peut être un outil puissant à condition d'être repensé en profondeur. Point 2. Avec quel objectif pour un nouveau dialogue intercongolais? Imaginons un instant que le prochain dialogue intercongolais soit bien préparé, pris au sérieux, porté par une vraie volonté de changement. À quoi devrait-il servir concrètement? D'abord, à une chose plus simple mais décisive. Arrêter la machine de guerre. Comment? 1. Créer les conditions d'un cessez-le-feu durable, en particulier dans l'Est, en articulant le dialogue interne avec les engagements sécuritaires régionaux, retrait des forces étrangères, démantèlement des groupes armés, désarmement et réintégration des combattants congolais. Mettre fin à cette logique
où chaque crise se règle par les armes, en offrant un espace politique crédible pour exprimer les frustrations et négocier les compromis. Ensuite, à construire la cohésion nationale. Le dialogue doit s'attaquer aux frustrations politiques, identitaires et socio-économiques qui nourrissent les rébellions. Sentiment d'abandon de certaines régions, marginalisation de certaines communautés, partage inégal des ressources. Il doit permettre aux Congolaises et aux Congolais de redéfinir ensemble un projet commun. Quel type d'État voulons-nous? Quelle place pour les provinces? Comment garantir que personne ne se sente condamné à prendre les armes pour exister? Enfin, à consolider l'état de droit. Réforme de l'armée et des services de sécurité, réforme de la justice, lutte contre l'impunité, amélioration de la gouvernance. Et il faut le dire, Félix Tshisekedi est en train de se donner à cet exercice. L'objectif est de sortir du cycle rébellion, intégration, déception, nouvelle rébellion en construisant les institutions capables de gérer pacifiquement les conflits. Point 3. Les leçons de dialogue du passé. Pourquoi tant de méfiance? Beaucoup de Congolaises et de Congolais n'y croient plus. Ils se souviennent de Sun City, des concertations nationales, des multiples accords qui ont promis la paix et les réformes, mais qui sont transformées à leurs yeux en grandes messes pour les élites. Quels sont les principaux reproches faits au dialogue passé? Première critique, le partage de postes. Au lieu de répondre aux souffrances de population, certains dialogues ont surtout servi à intégrer les chefs de guerre dans les institutions, à élargir les gouvernements, à distribuer des fonctions, sans que la sécurité ne s'améliore durement. Deuxième critique, l'absence de suivi. Les accords volumineux, des communiqués solennels, mais très peu de mécanismes de vérifier ce qui a été appliqué, pas de calendrier clair, pas de sanctions en cas de non-respect. Et au final, beaucoup d'engagements restent lettres mortes. Troisième critique, enfin, l'impunité. Des responsables d'exactions graves ont été recyclés dans l'armée, dans l'administration, parfois même présentés comme des partenaires de paix, sans que justice soit rendue aux victimes. La conséquence de tout cela, c'est une méfiance profonde. Quand on parle de dialogue, beaucoup entendent arrangement entre politiciens ou récompense pour ceux qui ont pris les armes. Si un nouveau dialogue veut être crédible, il doit partir de cette méfiance, la garder en face et montrer concrètement en quoi il sera différent. Point 4. Conditions préalables pour un nouveau dialogue. Ce qu'il faut poser avant de s'asseoir à la table. Pour éviter de répéter les erreurs du passé, un nouveau dialogue intercongolais doit être encadré par des préalables clairs. D'abord, un cadre politique précis. Quel est le mandat du dialogue? On ne peut pas ouvrir tous les dossiers en même temps. Il faut définir les thèmes clairs, entre autres sécurité, gouvernance, réforme institutionnelle, économie, réconciliation et retour de déplacés. Quelle durée pour un tel forum? Un dialogue sans fin perd sa crédibilité. Puis, comment ce dialogue s'articule-t-il avec les processus régionaux déjà en cours et les accords bilatéraux existants? Il ne doit pas les concurrencer, mais les compléter. Enfin, un minimum de confiance. On ne dialogue pas sérieusement dans un climat de terreur. Il peut être nécessaire de désamorcer certaines tensions, réduire l'intensité des combats sur certains fronts, garantir la sécurité des participants, envisager des mesures d'apaisement ciblées par exemple pour les détenus politiques ou d'opinion. Enfin, une préparation technique solide. Un secrétariat neutre, des règles de procédure transparentes, un choix du lieu accepté par tous. Puis, des facilitations crédibles, idéalement portées par des acteurs congolais respectables et respectés, notamment les confessions religieuses, la société civile. Ici, j'émets des réserves. S'il faut ajouter aussi un appui technique de partenaires régionaux ou internationaux, mais
sans confisquer le leadership des Congolais. Point 5. Qui doit participer à ces assises? Pour un dialogue réellement intercongolais, il faut réellement des Congolais, à tous les niveaux d'ailleurs. Un dialogue intercongolais ne peut pas être une réunion de quelques personnes dans une capitale. Pour être légitime, il doit rassembler les différentes composantes de la société congolaise. Ici, je vous donne 3 grandes catégories d'acteurs qui devraient y prendre part. 1. Les institutions de l'État, c'est-à-dire la présidence, le gouvernement, le Parlement, majorité comme opposition. Leur présence est indispensable. Pourquoi? Car ce sont eux ou c'est elles qui peuvent transformer les décisions du dialogue en loi, en réforme et en actes administratifs. 2. Les acteurs armés congolais et les représentants des zones en conflit. Ici, il ne s'agit pas de glorifier ceux qui prennent les armes, mais de reconnaître une réalité. Tant que ces groupes restent à l'écart ou à l'extérieur de tout cadre politique, ils continueront à peser par la force. Le dialogue doit leur offrir une porte de sortie encadrée. Par quel mécanisme? Désarmement, démobilisation, réintégration, garantie de sécurité, mais aussi exigences claires en matière de renoncement à la violence et de respect des droits humains. 3. La société civile et les forces sociales. Confessions religieuses, organisations des femmes, organisations de jeunes, mouvements citoyens, milieux économiques, représentants des communautés rurales et urbaines, en particulier celles qui subissent la guerre au quotidien. Quel sera leur rôle dans ces assises? Porter la voix de sans-voix, rappeler la réalité des victimes, surveiller que le dialogue ne se réduit pas à un engagement d'élite et exiger que les décisions répondent à la vie réelle des populations. Un vrai dialogue intercongolais n'est pas une scène de quelques figures connues, mais c'est un espace où la diversité du pays se retrouve, se parle et tente de se comprendre. Point 6. Les garanties. Comment éviter un énième dialogue inutile? Le point central pour convaincre ceux qui hésitent encore, ce sont les garanties. Sans garantie, la méfiance est logique. On peut en citer au moins 4. 1. Obligation des résultats. Un engagement public au plus haut niveau de l'État de respecter les conclusions du dialogue et de les traduire en décisions concrètes. Un calendrier précis avec des étapes datées, telles que réforme d'ici telle date, telle mesure de sécurité d'ici tel délai, tel mécanisme mis en place dans un temps donné. 2. Mécanisme indépendant de suivi. Composé des représentants de la société civile, de confessions religieuses, éventuellement des partenaires extérieurs. Chargé de suivre l'application des décisions, de publier régulièrement des rapports et de pointer du doigt les retards, les blocages et les remaniements. 3. Les garde-fous contre l'impunité. Pas d'amnistie générale qui efface tout, y compris les crimes plus graves. Un équilibre à trouver entre réconciliation et justice. Mécanisme de vérité, poursuite ciblée contre les principaux responsables, reconnaissance des victimes et forme de réparation. 4. La cohérence avec les engagements régionaux. Le dialogue interne doit être articulé avec les accords déjà signés avec les pays voisins, les processus menés sous l'égide des organisations régionales. Cela évite que les décisions prises à Kinshasa ou dans un forum congolais soient contredites par les décisions parallèles ailleurs. Point 7. Message à celles ou à ceux qui hésitent encore. Cet épisode s'adresse particulièrement à celles et à ceux qui disent « On en a marre de dialogue, ça ne marche pas et ça ne change rien ». Cette lassitude est compréhensible. Elle est même légitime. Mais cette figure peut devenir une force constructive. Plutôt que de rejeter le dialogue en bloc, il est possible d'adopter une position exigeante. Par quel point? Dire clairement oui au dialogue, pas n'importe lequel. Puis, refuser de soutenir un processus qui se résume à la distribution de postes. Et enfin, puis
conditionner les soutiens à quelques critères simples et non négligeables, à savoir la transparence, participation réelle des victimes et des communautés affectées, objectifs mesurables, mécanismes de suivi et enfin engagement contre l'impunité. En d'autres termes, ne pas se laisser piéger entre deux extrêmes. D'un côté, le cynisme qui dit « tout ne sert à rien » et de l'autre côté, la naïveté qui croit qu'un dialogue, quel que soit, va tout régler. La vraie voie se trouve peut-être entre les deux. Soutenir un dialogue repensé, exigeant, centré sur les Congolais et les Congolaises ordinaires, pas seulement sur les calculs des élites. En conclusion, la République démocratique du Congo a déjà connu trop de conférences de paix sans paix, trop de dialogues sans véritable changement. Mais renoncer à toute forme de dialogue, ce serait laisser définitivement la parole aux armes. Un nouveau dialogue intercongolais peut encore être une chance, à condition de le concevoir comme un outil au service de trois priorités très simples, à savoir arrêter la guerre, réparer les tissus nationaux et reconstruire un État qui protège plutôt qu'un État qui abandonne. La République démocratique du Congo n'est pas condamnée au chaos. Mais attendre que les armes s'éteignent seules, c'est un suicide collectif. Un dialogue intercongolais, est-ce nécessaire? Oui, à une seule condition, qu'elle soit votre arme à vous, citoyens congolais, pour exiger la paix vraie, la justice et la cohésion nationale. Pas un festin pour les élites, mais un contrat pour le peuple. Partagez cet épisode, chers amis, et débattez en commentaire. C'est tout donc pour aujourd'hui et merci d'avoir suivi cet épisode de Regard sur la République démocratique du Congo, une émission de Makolo Digital Radio-Télévision qui émet depuis New York City avec votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe. La paix commence par la voix comme la vôtre et que la République démocratique gagne. À la prochaine et en attendant, ciao.